Il faut explorer des idées comme le revenu minimum universel pour que tout le monde puisse lancer de nouveaux projets. Qu'allons-nous faire avec le chômage de masse? Ce sera un énorme défi de société. Je pense qu'il faudra instaurer un revenu minimum universel. Nous n'aurons pas le choix. Je pense qu'il est bon d'essayer différentes choses. Je ne crois pas qu'il nous est possible de savoir maintenant ce qui va fonctionner. À l'heure de l'intelligence artificielle, notre intervenant va s'efforcer de nous éclairer sur ce revenu universel, que certains dénomment d'ailleurs le revenu de base. Il porte plusieurs titres. Et à ce propos, juste à ma gauche, il y a une petite table avec une bibliographie assez succincte, mais qui fait la différence entre revenu universel et revenu de base. Et donc, à la pause ou à la fin de soirée, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à consulter et à acheter les livres qu'on a préparés en collaboration avec la librairie Vent Ouest. Vous pouvez récupérer des chaises peut-être à côté. Bon. Donc bonsoir à tous pour ce café citoyen consacré au revenu universel. J'ai intitulé donc, le revenu universel, une fausse bonne idée, point d'interrogation, puisque le débat fait débat. En fait, il a surgi, comme a dit Didier dans la campagne, la dernière campagne des élections présidentielles. En fait, si on refait un peu l'histoire, ce n'est pas tout à fait la première élection présidentielle où ce débat est posé. Il l'avait déjà été en 2002, je crois, par deux candidats à l'époque, Christine Boutin et Dominique de Villepin. Voilà. C'est pour montrer qu'il y a autour de ce sujet une certaine diversité de points de vue. Et je vais essayer de faire ressortir cette diversité. Tout le monde ne met pas forcément la même chose derrière ce revenu universel. Alors l'idée m'est venue en fait de membres du Café Citoyen. L'année dernière, dans les temps d'élection présidentielle, justement, on dit que ce serait peut-être bien de faire un café citoyen. Sur le revenu universel, on en parle beaucoup, c'est pas forcément très clair. Les montants qui nous sont présentés paraissent exorbitants. Voilà, donc on aimerait qu'un thème, que ce thème puisse être abordé dans le cadre du café citoyen. Donc c'est chose faite ce soir. Je crois que c'était mieux aussi d'attendre peut-être que les élections soient passées pour en parler. Alors, c'est vrai que le mot revenu universel a un côté assez séduisant. C'est plus agréable à l'oreille que prélèvement obligatoire, par exemple. Donc, à première vue, on peut penser qu'effectivement, il y a beaucoup de générosité dans le concept et qui peut s'opposer à une société qui serait plus inclusive, plus juste. Et le revenu universel participe de cette idée. Et en même temps, et parfois le diable se cache dans les détails, le revenu universel pose un certain nombre de questions, et peut-être plus de questions d'ailleurs qu'il n'apporte de réponse. Une des questions que je vais aborder, c'est celle de son financement, évidemment, parce que là, les montages financiers sont très différents selon les uns et les autres, on va le voir. Et puis évidemment, quelles sont les contreparties à ce revenu universel, en termes de protection sociale par exemple, en termes de maintien ou pas du salaire minimum, c'est aussi une question qui se pose, en tous les cas qui est posée par certains. Voilà, donc j'ai voulu résumer un petit peu les questions que moi-même je me posais en commençant ce travail, à travers ces quelques strophes d'une très belle chanson de Georges Brassens, avec ce soupçon de réserve toutefois qui m'animait en fait quand j'ai commencé ce travail, et pour être tout à fait honnête, qui m'anime encore à la fin de ce travail. Alors au sommaire, donc, essayer de clarifier un peu le concept de revenu universel, puisque ce qui se comprend bien doit bien s'énoncer d'abord. Et il y a un nombre de termes que l'on emploie extrêmement variés, qui ne recouvrent pas forcément tout à fait la même réalité. Un petit saut dans le temps pour voir qu'en fait, même si on en a beaucoup parlé au cours de la dernière élection, c'est un concept très ancien, qu'on peut au moins faire remonter à Thomas Paine, sous la Révolution française, donc ça date un peu, et même certains disent qu'on retrouve déjà dans Utopia, un livre de Thomas More en 1516,
déjà cette idée d'un revenu universel. Mais bon, on ne va pas remonter jusqu'à Thomas More, mais au moins jusqu'à Thomas Paine. Ensuite, la diversité des dispositifs. Didier l'a évoqué, effectivement, il y a des approches qui sont très différentes et les contreparties ne sont pas les mêmes. Donc je vais me polariser moi, à deux montages, celui qui a été proposé lors de la dernière campagne par Benoît Hamon et, face à lui, si j'ose dire, la proposition de Génération Libre et de Gaspard Koenig, son fondateur. Et après cette présentation rapide des différents dispositifs, enfin au moins de ces deux dispositifs, on verra dans quelles questions, à mon avis, le revenu universel pose aujourd'hui, avant de voir les nombreuses expérimentations, enfin on ne va pas toutes les aborder, mais il y en a quand même pas mal aujourd'hui partout dans le monde, en France, en Europe et même au-delà, en Afrique notamment, il y a un certain nombre d'expérimentations en cours. Voilà, on fera la pause à ce moment-là, et donc la conclusion se fera avant les questions, après la pause. Alors essayons de clarifier ce concept, c'est pas très facile. Je suis pas sûr d'avoir recensé de manière exhaustive tous les termes que l'on emploie autour du revenu universel. Bon, le terme de revenu universel est le plus connu, revenu de base aussi, et pour beaucoup, il n'y a pas de différence entre les deux en fait. Le philosophe belge Philippe Van Parijs dit lui-même qu'il utilise les deux indifféremment. On voit aussi le terme de revenu citoyen, revenu pour tous, dividende social, le terme de dividende est intéressant, j'y reviendrai. Revenu de liberté, qui insiste sur le côté émancipateur en fait, de ce revenu, à la fois pour l'individu, mais aussi vis-à-vis de l'État. Ça, c'est le terme qu'aime bien employer Génération Libre. Revenu inconditionnel, donc il insiste sur le caractère inconditionnel donc, du revenu universel. Revenu minimum, revenu de participation, qui à l'inverse fait apparaître l'idée d'une contrepartie en fait en termes de participation à ce revenu, ce qui n'est pas forcément le cas pour tout le monde non plus. Bon, bref, il y a une diversité de termes qui ne facilite pas forcément la compréhension du concept. Alors, j'ai essayé de revenir un petit peu au concept lui-même. Donc, trois principes, en théorie au moins. Après, dans la pratique, les choses peuvent être différentes. Un principe d'égalité. Le revenu universel est le même pour tous. Premier principe. Deuxième principe, un principe d'universalité. Donc, tous les habitants d'un pays, en théorie, et de manière totalement individualisée, peuvent bénéficier tout au long de leur vie de ce revenu universel, donc de la naissance à la mort. Dernier critère, c'est le critère d'inconditionnalité. Il n'y a pas de condition de ressources préalables, donc on n'est pas dans des versements qui seraient fléchés, dédiés à des personnes en particulier qui seraient en situation de manque de ressources. Tous les individus auraient droit exactement au même montant. Et dernier point, ce revenu universel est parfaitement cumulable avec tout autre revenu et bien entendu des revenus du travail. Voilà. Le mouvement français pour le revenu de base, dans lequel on retrouve Marc de Basquiat qui est avec Gaspard Koenig à l'origine du revenu universel, il le définit de la manière suivante: un droit inaliénable, inconditionnel, versé de la naissance à la mort de manière individuelle, indépendamment de la situation familiale et financière des bénéficiaires, et cumulable avec d'autres revenus. Voilà. La définition théorique du revenu universel est celle-là. Alors pourquoi le revenu universel? Alors j'ai essayé de lister à travers les nombreuses lectures quelques raisons qui sont évoquées. Je les ai mises un petit peu dans le désordre, c'est un peu un inventaire à la Prévert. Et là encore, on trouve des tonalités différentes. Pour certains, l'objectif premier, c'est de réduire le coût de notre système de protection sociale. Pour d'autres, il s'agit de simplifier notre système, qui est assez stigmatisant, qui oblige les allocataires à faire eux-mêmes la demande auprès des services, qui
qu'il y a des coûts bureaucratiques qui pourraient être évités et que le revenu universel pourrait améliorer l'efficience du système par la réduction du coût. Pour d'autres, on entre dans une nouvelle ère, qui est celle de l'économie digitale, avec une possible raréfaction de l'emploi, du travail. Ça, c'est aussi une question qui est posée, j'y reviendrai tout à l'heure, et que finalement le revenu universel accompagnerait cette mutation. Donc il faut dès à présent envisager une déconnexion entre le revenu et l'emploi. Pour d'autres, peut-être les mêmes d'ailleurs, anticiper la fin de notre modèle de croissance. On entrerait dans une période de croissance faible, voire nulle, séculaire, donc durable. Là encore, ce sont des hypothèses qui ne sont pas forcément validées, mais un certain nombre d'économistes, dont Daniel Cohen d'ailleurs, dont on a parlé Didier tout à l'heure, fait partie de cela. Donc il y a là quelque chose d'assez cohérent avec l'économie dans laquelle nous entrerions désormais. Pour d'autres, ce ne sont pas forcément les mêmes, le revenu universel constituerait un filet de sécurité et donc favoriserait le maintien d'une inclusion dans la société, alors que la situation actuelle nous conduit plutôt, à l'inverse, à des risques de polarisation sociale et d'éclatement. Pour d'autres, Benoît Hamon en particulier, c'est un de ses arguments de campagne, c'était aussi, à travers le revenu universel, d'agir sur le pouvoir d'achat, donc de créer un effet de demande qui serait profitable à l'économie et à la croissance. Il y a aussi un autre argument qui serait de dire, bon, à travers le revenu universel, on donne une valeur au temps social, c'est-à-dire une quantité d'activités qui sont non rémunérées, évidemment. Tous les temps bénévoles, il y a, je ne sais pas, plus d'1 million d'associations, je crois, en France, une quinzaine de millions de personnes qui sont impliquées dans des associations. Donc ils créent de la valeur. Mais cette valeur n'est pas reconnue au niveau économique, dans le PIB. Voilà. Donc, accorder un revenu universel, ce serait à la fois reconnaître ce temps social et finalement favoriser aussi le développement de ces activités qui sont très utiles finalement à la société. Voilà, etc., etc. Éliminer la grande misère, ça peut être un objectif à minima, j'y reviendrai tout à l'heure. Il y en a pour qui, alors je ne vais pas parler du salaire à vie, j'aurais pu en parler, peut-être que certains y ont pensé, je ne l'ai pas mis dans les définitions que j'ai données du revenu universel de Bernard Friot. Le salaire à vie est très très différent en fait, dans l'esprit, parce que Bernard Friot se place dans la société du travail complètement, alors que le revenu universel participe justement de ce découplage entre revenu et travail. Donc, chez Bernard Friot, il y a cette idée, et chez d'autres aussi, André Gorz a écrit des choses là-dessus, que le revenu universel pourrait être une étape vers la sortie du mode de production capitaliste. Là, on est sur des positions qui sont à l'extrême, finalement, du revenu universel. Et enfin, et on retrouve ça y compris dans le think tank Génération Libre, un des arguments assez forts pour eux, c'est d'en finir avec la stigmatisation des pauvres. Le RSA, on verra qu'il y a beaucoup de personnes qui ont droit finalement à ces minima sociaux et qui finalement ne font pas les demandes. Il y a un taux de non-recours qui est finalement très élevé. Bon, un autre argument a été, j'ai trouvé intéressant, donné par le milliardaire américain Warren Buffett, que vous connaissez peut-être. Il a fait partie des rares milliardaires américains à demander au président Obama, lorsqu'il a été élu président des États-Unis, de ne pas hésiter à augmenter les impôts des riches. Alors, voilà ce qu'il a écrit en 1997, j'ai trouvé ça assez intéressant, qui justifie selon lui le versement d'une forme de rente ou d'un dividende à l'ensemble de la population. Voilà ce qu'il écrit. Personnellement, je pense que la société est responsable, donc société américaine pour lui, d'un pourcentage significatif de ce que j'ai gagné. Plantez-moi au milieu du Bangladesh, du Pérou ou d'ailleurs, et vous verrez ce qu'est réellement capable de produire mon talent dès lors qu'il lui faut s'exercer sur le mauvais type de sol. Dans 30 ans, je serai encore en train de lutter. Il se trouve que j'exerce dans un système de marché qui a la particularité de récompenser de manière disproportionnée, écrit-il, ce que je fais très bien. Voilà, donc il y a cette idée que on est dans un écosystème, et que certains dans cet écosystème
finalement profitent, d'autre part, que finalement accorder un dividende à l'ensemble des membres d'une société, c'est permettre à ceux qui ne profitent pas du système, comme Warren Buffett a pu en profiter lui, et gagner beaucoup d'argent, d'avoir quand même un revenu en compensation. Donc c'est un peu l'idée du dividende social qu'on retrouve un peu dans les propos de Warren Buffett, et vous verrez que Thomas Paine, en 1797, devant la Convention, dit à peu près la même chose dans les termes de l'époque, évidemment. J'ai essayé de classer du moins vers le plus un petit peu ces différents arguments. L'approche très minimaliste qui est de dire bon, on donne un revenu universel parce qu'il faut garantir les droits de propriété dans une société, c'est important, et que si on ne le fait pas, les pauvres et les très pauvres risquent de contester finalement l'ordre établi. Voilà ce que j'appelle la lutte contre la violence de tous contre tous. Et puis on monte progressivement en intégrant d'autres déterminants pour solde de tout compte. Donc là on est sur une approche aussi assez minimale quand même du revenu universel, qui viendra se substituer à toutes les formes de systèmes de protection existants. Lutte contre le précariat, revenu de liberté, donc là on est à un niveau un peu supérieur, émancipation, fin du salariat, fin du travail et fin du capitalisme. Voilà, bon, ça vaut ce que ça vaut, hein. C'est une hiérarchisation que j'ai faite en fonction de ce qui me semblait ressortir des différentes lectures que j'ai pu faire. Et si on avait organisé un petit peu autour de deux mouvements ces différents déterminants, on distinguerait peut-être une approche libérale-libertaire, qui se revendique d'ailleurs comme telle, hein, qui défend le revenu universel, et puis une autre approche plus solidariste, c'est généralement le terme qu'on emploie, émancipatrice, c'est un terme aussi que j'ai rencontré, donc avec des déterminants quand même un peu plus élevés. Et si j'avais essayé de mettre un certain nombre de personnes ou de personnalités, on retrouve tout en bas les économistes néolibéraux, Von Hayek et Milton Friedman, deux prix Nobel d'économie des années 70. Et Milton Friedman est à l'origine, sans doute, par ses travaux de la résurrection de ce revenu universel, qu'il a un peu théorisé au début des années 60. Gaspard Koenig, dont j'en parlais tout à l'heure, c'est le fondateur de Génération Libre, je vais y revenir dans quelques instants. Benoît Hamon, qui se place beaucoup plus sur une approche social-démocrate, solidariste, et puis André Gorz, qui lui était sur une position encore beaucoup plus radicale. Alors le précurseur, donc, c'est ce fameux Thomas Paine, un personnage que j'ai un peu découvert, son nom me disait quelque chose, j'ai un peu cherché quel était son parcours. Il est né en Angleterre, mort aux États-Unis. Il a milité à la fois en France pour la Révolution, ensuite il a accompagné la Révolution également aux États-Unis, il est mort d'ailleurs aux États-Unis, mais il a été député à la Convention française en 1797, il était proche des Montagnards, et donc devant la Convention il a fait cette proposition, alors c'était suite à un ouvrage qu'il avait écrit je crois en 1795, où il défend l'idée d'une allocation universelle, donc c'est un terme qu'on peut considérer comme synonyme du revenu universel, versé à tous les individus, pauvres ou riches. On retrouve bien le critère d'inconditionnalité et d'universalité, sans odieuse distinction, ajoute-t-il. Et là, on est sous la forme non pas d'un revenu, mais d'une dotation en capital. 15 livres attribués à chacun à l'âge de 21 ans, puis, sous forme de retraite annuelle, 10 livres à tous les citoyens atteignant 50 ans, jusqu'à leur mort. Il faut dire que l'espérance de vie à l'époque n'était pas tout à fait celle d'aujourd'hui. Alors l'idée qu'il défend, parce qu'il faut replacer ça évidemment dans le contexte du XVIIIe siècle, qui a vu justement les droits de propriété prendre le pas sur un certain nombre de biens communs, en fait, et de la terre en particulier. Donc on retrouve un petit peu chez Warren Buffett, finalement, un peu cette idée d'un dividende social qui serait dû à tous les habitants si une minorité s'approprie la terre, alors que jusqu'alors tous les individus pouvaient utiliser cette terre pour se nourrir, chasser, puisque la terre était un bien commun. Et bien en contrepartie de l'accaparement
des terres par une minorité, ben, il faut que la société reconnaisse ou accorde une rente, en fait, à l'ensemble de la population, y compris à ceux qui n'ont rien. Ce serait une juste compensation pour Thomas Paine de cette appropriation des terres qui a eu lieu en Angleterre, des enclosures, et également en France, et que la Révolution française a d'ailleurs, d'une certaine manière, consacré. Bon, voilà. Alors si on essaie de rentrer sur les dispositifs, je disais que celui qui est à l'origine du renouveau du revenu universel, c'est l'économiste néolibéral Milton Friedman, prix Nobel en 1976, et qui, je crois, en 1961, avait théorisé un petit peu cette idée. Voilà, on est sur une hypothèse très basse, en fait, hein, qui est de dire, voilà, on va accorder un revenu universel. C'est pas forcément quelque chose qui est dans les paradigmes libéraux, en fait, au départ. Hein. Donc c'est plus par nécessité de défendre une société et les droits de propriété qui l'accompagnent qu'autre chose. Voilà. Donc il prend cet exemple-là, que j'ai un peu actualisé, en disant, voilà, on fixe un seuil d'imposition à 3 000 euros pour un foyer fiscal de 4 personnes, et on est sur un taux d'imposition unique, qu'on appelle la flat tax, qui est défendu par les économistes libéraux encore aujourd'hui. Et voilà, il dit, bon, si les revenus du ménage sont de 4 000 euros, donc on est évidemment au-delà du seuil d'imposition, donc ça fait 1 000 euros qui sont désormais imposables, avec un taux unique à 25%, ça fait un impôt dû de 250 euros. Si on prend le deuxième exemple d'un ménage qui ne gagne que 2 000 euros, alors là il est en dessous du seuil d'imposition finalement. Bon, et c'est là qu'on voit apparaître un impôt négatif en fait. Et évidemment pour une personne sans revenu, 0 moins 3 000 fois 25%, ça fait en fait un impôt négatif de moins 750 euros, ce qui correspond en fait à un revenu de base de 750 euros. Parce que si on raisonne un peu autrement et qu'on dit il n'y a pas de franchise fiscale, c'est-à-dire qu'on paye un impôt dès le premier euro gagné. La personne qui a un revenu de 3 000 euros, à ce moment-là, eh bien 25% de 3 000 euros, ça fait 750 euros. Si on lui accorde une franchise fiscale de 750 euros, on lui accorde de fait un revenu de 750 euros. Donc finalement, qu'on raisonne en termes de revenus ou d'impôts négatifs, le raisonnement est exactement le même. Voilà, à partir de cette idée, donc, le think tank Génération Libre, donc Gaspard Koenig, Marc de Basquiat en particulier, vont reprendre cette idée de Milton Friedman et vont proposer, à partir de 2013, je crois qu'ils créent leur think tank, ce qu'ils appellent le Liber. Voilà, où ils défendent l'idée d'un revenu universel, de l'ordre de 500 euros par mois, et par adulte, avec un montant un peu plus faible en fonction de l'âge, 270 euros pour les 14-18 et 200 euros pour les moins de 14 ans. En réalité, au départ, je crois que le montant était de 480 euros, mais bon, il a été réactualisé depuis par Génération Libre. On peut prendre un montant vraisemblable aux alentours de 500 euros, sachant que je crois que le RSA aujourd'hui est à 545 euros à peu près. Voilà. Donc on est un tout petit peu en dessous le RSA. Voilà. Et il serait financé par une flat tax de l'ordre de 25 euros. On retrouve à peu près les propositions de Milton Friedman. Voilà, qu'il appelle l'hypertaxe. Voilà. Et pour Génération Libre, qui a fait tourner le système, ce système est équilibré. C'est-à-dire qu'il est autofinancé, sans modifier de manière sensible d'ailleurs la politique de redistribution. Voilà, donc on est sur un revenu pour tous les habitants de la naissance à la mort, avec quand même une différenciation en fonction de l'âge. Hein. On n'est pas tout à fait dans l'esprit de départ. Donc si on prend quelques exemples, une personne sans ressources
bénéficierait donc de ce revenu universel de 500 €, et la libertaxe pour le financer serait nulle, puisque de toute façon, 25% de zéro, ça fait zéro. Un salarié gagnant 1 000 € serait imposé donc, dès le premier euro, donc ça ferait un impôt de 250 €, mais comme le revenu est de 500, il lui restera un gain net de 250 €. Et pour un salarié qui gagne 2 000 €, là on arrive à un revenu qui serait nul. Voilà. Donc c'est pas parce qu'on verse en fait un revenu universel à tout le monde que tout le monde va garder le bénéfice de ce revenu universel. Il faut bien sûr tenir compte de la fiscalité et du montant d'imposition de chacun. Le dernier exemple, c'est évidemment un exemple extrême, mais d'un salarié qui paierait 1 million € d'impôts, au lieu de payer 1 million € d'impôts, il paierait 1 million € moins les 500 € de revenu universel, ce qui ne ferait plus, si vous voulez, que 999 500 € d'impôts. Voilà, donc dans l'esprit de génération libre, à partir du moment où on franchit 2 000 €, on devient contributeur net. Alors, Génération Libre défend son dispositif en disant, voilà, c'est un dispositif qui a au moins le mérite de la simplicité. Ça, c'est Gaspard Koenig que vous avez en photo. Vous l'avez sans doute vu à des émissions de télé, je sais qu'il est sur Arte, je crois, tous les vendredis soirs au journal télévisé d'Arte. Voilà, il nous dit lui-même, le revenu universel est la réponse libérale au problème social, une assistance minimale, déployée sans condition, sans contrôle, sans stigmatisation, bref, sans aucune forme de paternalisme. Ce qu'il ne supporte pas, Gaspard Koenig, c'est que finalement, les allocataires doivent quémander leur allocation, alors qu'avec ce système-là, on supprime tous les intermédiaires et l'argent est versé directement sur le compte ou au bénéfice de l'allocataire. Donc on supprime tout un tas de coûts administratifs qui finalement ne créent pas du tout de valeur et au contraire créent une forme d'inefficience dans le système. Donc le système est simple. Il permet donc de mieux répondre aux besoins, d'après lui, hein, ça c'est le rapport de Génération Libre qui le dit, comment est-il possible qu'avec 400 milliards d'euros de dépenses sociales par an, on croise encore dans le métro ou sur le trottoir des gens qui ne mangent pas à leur faim. Donc, pour eux, il y a véritablement un problème d'efficacité dans le système actuel et il faut absolument en changer. Alors il y a un problème quand même qui se pose pour beaucoup de libéraux, c'est ce qu'on appelle les trappes à inactivité. C'est-à-dire le fait que les gens aient un revenu d'assistance, est-ce qu'ils seront incités ou pas à travailler en fait? Est-ce qu'ils ne risquent pas de se contenter de ce revenu d'assistance? Bon, j'y reviendrai tout à l'heure, on en reparlera, mais on voit que Gary Becker, qui est un économiste néolibéral aussi, donc je reviendrai sur ce point. Gary Becker, qui est un économiste aussi néolibéral américain, de l'école de Chicago, donc la même école que Milton Friedman, bon, on voit bien la réserve qu'il exprime en disant toute intervention de l'État crée des distorsions sur le marché du travail et génère des effets désincitatifs. Voilà, donc on ne peut pas dire que l'idée du revenu universel l'emballe, plus que ça. Et après il dit, mais si la société décide qu'un certain niveau de redistribution doit être assuré, alors l'impôt négatif, donc la solution proposée par Milton Friedman, est la meilleure solution jamais conçue. Voilà. Donc il se rallie à l'idée un petit peu de ce revenu universel, mais pour eux, il risque d'y avoir un côté désincitatif. On le retrouve dans le discours d'ailleurs d'un certain nombre de politiques, encore aujourd'hui, j'y reviendrai tout à l'heure. Et il y a quelques jours encore, je crois, dans la presse, Laurent Wauquiez, pour ne pas le citer, disait l'écart entre le revenu d'assistance et les revenus du travail ne sont pas suffisants, le salaire minimum en particulier. Voilà, donc on exprime là cette idée de trappe à inactivité. Je crois que sa proposition était de dire, comme on ne peut pas augmenter le salaire minimum, eh bien il faudrait diminuer les minima sociaux. Bon, mais pour Génération Libre, il y a l'idée quand même que
ce revenu universel doit leur permettre de rechercher quand même et d'avoir plus de liberté sur le marché du travail. Bon, ils le disent, voilà, j'ai repris ça également de leur rapport, qui est en ligne, hein, vous pouvez le trouver, je vous donnerai la référence après. C'est un filet de sécurité, parce que les individus auront un salaire, un revenu universel, pardon, ils pourront prendre davantage de risques, en fait, alors qu'aujourd'hui, dans la situation où ils sont, ils ne le peuvent pas. Donc, on accroît leur liberté, en fait. C'est pour ça qu'ils aiment bien utiliser le terme de revenu de liberté pour tous. Il y a l'idée, évidemment, de diminuer le coût du travail, puisqu'il y a une opération de transfert de charges, en fait, hein, qui s'opère entre les cotisations vers le budget de l'État. Donc, on libère les entreprises des missions redistributives dont l'État les a historiquement encombrées. Hein, je cite le rapport de Génération Libre. Et puis, il y a aussi une idée de diminuer la fiscalité et donc d'améliorer la compétitivité, finalement, des entreprises. Voilà, donc, il y a ces deux aspects qui sont recherchés. Si j'en viens maintenant à la version qui a été présentée par Benoît Hamon, enfin, en tous les cas, la dernière version, le 9 mars 2017, sur le plateau de France 2, on voit qu'il y a à la fois une certaine parenté avec Génération Libre et quand même un certain nombre de différences. La parenté, c'est qu'on est sur le mode aussi un petit peu de l'impôt négatif, finalement. Mais avec un montant de revenu universel un peu supérieur. On était un peu sous les 500 € avec Génération Libre, et là, on est à 600 €. Mais ce qui est intéressant dans la démarche de Benoît Hamon, en dehors du fait d'éradiquer la pauvreté, d'augmenter le pouvoir d'achat, c'est un peu dans une logique davantage keynésienne, c'est l'idée aussi d'accompagner les transformations du travail. Hein, il y a cette vision un peu prospective qui est la sienne, qui n'est pas partagée d'ailleurs forcément par tous les économistes. J'y reviendrai. Voilà, donc on est sur... sa dernière proposition était celle-ci. Hein, RSA porté à 600 € jusqu'à 1,9 fois le SMIC, donc on est dans une approche aussi progressive en fait. Hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas au revenu universel immédiatement. Parce qu'on va voir qu'il y a quand même des éléments, des considérations financières à prendre en compte. Je vais y revenir. Mais le financement est assez différent de celui de Génération Libre. Je vais y revenir également tout de suite. Alors, les questions qui se posent, que posent beaucoup d'économistes à travers la littérature qui est très abondante sur cette question, qui est très intéressante. La première, c'est la question du financement. Alors, simplement donner quelques ordres de grandeur sur les grands agrégats macroéconomiques. Le PIB de la France, à peu près. Sur une année, c'est 2280 milliards, ça doit être le dernier chiffre connu. C'est l'ensemble des valeurs ajoutées qui ont été créées en France sur une année par le secteur marchand. Et aussi, il y a une prise en compte de la valeur créée par le secteur non marchand. On arrive à ce montant qui est une estimation, hein, qui n'est pas un chiffre forcément d'une très grande précision. Le budget de la sécurité sociale, 580 milliards d'euros. Le déficit public pour cette année, il a été évalué à, les données restent encore provisoires, mais à 67-68 milliards d'euros. On est juste en dessous là-bas des 3% en fait de déficit tel que nous sommes engagés à respecter depuis le traité de Maastricht. Donc on est à 2,8% ou 2,9% cette année. La TVA rapporte en 2016, c'est les derniers chiffres connus pour l'instant, 154 milliards. L'IRPP, donc l'impôt sur le revenu, à peu près 70 milliards, à quelques unités près. Alors si on fait un calcul rapide du revenu universel, et que si je l'applique dans sa globalité, c'est-à-dire le principe d'inconditionnalité, d'universalité dont j'ai parlé tout à l'heure, de la naissance à la mort, pour tous les adultes, au moins 50 millions, on arrive à un montant, le calcul est assez rapide, c'est un montant brut, hein. Après on va voir les contreparties évidemment, parce qu'il y en a, mais de l'ordre de 360 milliards d'euros. Si on y ajoute, parce que
j'ai trouvé d'autres analyses qui ont été faites, d'autres modèles. Si on va jusqu'à prendre la totalité de la population, je crois qu'on est à 480 milliards d'euros. Voilà, la Fondation Jean Jaurès a fait le calcul suivant. Sur la base d'un montant de 750 € par mois, ce n'est pas le même montant de revenu universel, mais la question est de savoir si 500 c'est suffisamment. Il y en a qui disent qu'il faudrait envisager pour certaines catégories d'aller peut-être jusqu'à 1000, 1100 €. D'avoir un montant uniforme n'a pas forcément beaucoup de sens. Bon, le chiffrage de la Fondation Jean Jaurès partait sur un montant de 750 € par mois, et on est à plus de 500 milliards. 500 milliards, on est à plus du quart du PIB. Quoi. Donc, évidemment, la question, c'est quelles prestations dans ce cadre-là on maintient, et lesquelles on supprime, évidemment, et comment on finance. Est-ce qu'on envisage une nouvelle fiscalité? Alors, Génération Libre, qui a fait un travail donc assez fouillé sur la question, qui est d'ailleurs reconnu par tous, y compris par ses adversaires, c'est de dire, bon, il faut évidemment qu'en déduction de ce revenu universel, de ce libère, on enlève le RSA, la prime d'activité, les allocations familiales, certaines exonérations fiscales sur les revenus du patrimoine. Bon. On garderait quand même l'allocation logement, par exemple, ou l'allocation handicapée. On ne touche pas non plus aux allocations retraite, allocation logement. Bon. Donc on supprimerait quand même un certain nombre de prestations, on en garderait certaines. Et côté ressources, la libertaxe se substituerait également, à la flat tax à 23-25%, dont j'ai parlé tout à l'heure, à l'impôt sur le revenu, la CSG. La CSG, c'est une centaine de milliards à peu près d'euros par an. L'impôt sur les sociétés, c'est à peu près une trentaine de milliards d'euros par an. Voilà, il y aurait un prélèvement à la source qui se ferait, donc il y aurait une réforme fiscale, comme chez Benoît Hamon également. Donc pour le revenu universel d'existence de Benoît Hamon, il y a également la suppression du RSA, de la prime d'activité, mais on maintient beaucoup plus de prestations. Allocation logement, prestations familiales. Elles ne sont pas remises en cause, ce qui pose évidemment un problème de financement et oblige à trouver des financements nouveaux. Et les propositions de l'équipe de Benoît Hamon, c'était de dire baisse du CICE 50%. CICE, c'est je crois une quarantaine de milliards à peu près de mémoire. Une taxe sur les robots, je vais y revenir. Lutte contre l'évasion fiscale, Génération Libre n'en parle pas. Et, c'était dans la campagne aussi de Benoît Hamon, l'idée qu'il fallait accepter un creusement du déficit public. C'est-à-dire qu'on se mettait en marge des contraintes européennes. Et puis donc également une réforme de la fiscalité avec un impôt à la source. Donc on est dans le dispositif Benoît Hamon sur une première étape, on n'est pas dans le revenu universel définitif. Voilà les propositions qui ont été faites. Alors une des questions qui se pose, c'est de savoir si entre l'ancien système et le nouveau, finalement, tout le monde est gagnant. Et c'est là qu'un autre organisme, l'OFCE, a mené aussi son enquête, a fait ses propres simulations avec un économiste qui s'appelle Henri Sterdignac, je ne sais pas si vous le connaissez, il arrive qu'on le lise ou qu'on l'entende aussi assez souvent à la radio, économiste atterré, hétérodoxe, qui tient un discours assez critique par rapport à l'idée du revenu universel, et qui, d'après lui, je vais développer un peu plus, dit finalement, le choix c'est, soit on garde notre système actuel qui est ciblé, avec effectivement des problèmes de gestion, on peut passer à un système qui sera évidemment plus simple, mais il sera moins équitable, ou moins généreux. Voilà les constats qu'il fait. Et il détaille un peu son analyse, parce que la question de la généralisation, finalement, de ce système se pose. Et pour lui, il dit, pour ne pas dégrader la situation des bénéficiaires de minima sociaux, le revenu universel devrait être au minimum de 785 € par mois par adulte, de 1100 € pour les plus de 65 ans et les handicapés, et les moins de 18 ans, bénéficiaires des minima sociaux,
devrait recevoir 315 €. Une telle prestation coûterait 588 milliards d'euros, soit compte tenu des économies de prestations réalisables, donc il déduit effectivement un certain nombre de prestations. Quand même, le chiffre paraît quand même assez exorbitant. Un solde net, si je puis dire, de 480 milliards, soit 22 points de PIB. Bon. Un point de PIB, c'est 23 milliards. 22 milliards, puisque le PIB, c'est 2280, donc un point, c'est 1%, ça fait 22 milliards. Voilà, donc, on ne peut pas soupçonner Henri Sterlignac de ne pas être un économiste engagé. Hein. Si vous le lisez, si vous l'écoutez, vous verrez qu'il est aux antipodes de Génération Libre et de Gaspard Koenig. Il n'est pas le seul. Hein. Il y a parlé, là, il y a des ouvrages d'économistes qui, y compris Alternatives économiques d'ailleurs, hein, qui ont pris une position plutôt contre le revenu universel, pour cette raison-là. Bon, la question de la fin du travail, puisqu'il y a la question de l'anticipation finalement, sinon d'une fin du travail, en tous les cas d'une raréfaction du fait de l'ubérisation de l'économie, de l'intelligence artificielle. Et là, on voit des chiffres qui peuvent aussi être très très différents, très variés. Là, j'ai lu dans une étude récemment qu'en France, hein, pour l'économie française, 3 millions d'emplois pourraient être détruits d'ici 2025. Donc là encore, j'ai lu pas mal de choses, les études ne sont pas forcément convergentes sur cette question de la fin du travail. C'est pas la première fois d'ailleurs que la question se pose. Dans l'histoire, elle s'est posée à différents moments, à chaque révolution finalement industrielle, la question de la fin du travail s'est posée, y compris à la fin du 19e siècle. Bon. Mais bon, cette question est ouverte, elle n'est pas tranchée encore, l'histoire n'est pas passée. C'est vrai que ça donne davantage de sens à la question du revenu universel si on est vraiment dans une situation de raréfaction du travail. Bon. Deuxième raison, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, nous serions peut-être dans une période de très faible croissance, voire de croissance nulle, et peut-être de manière durable. Ce concept de stagnation séculaire a été théorisé pour la première fois à la veille de la Première Guerre mondiale. Bon, il y a eu la guerre et après il y a eu les 30 Glorieuses, donc finalement les 30 Glorieuses ont donné tort après coup à Levin Hansen. Mais bon, ce discours revient à nouveau depuis un certain nombre d'années. Daniel Cohen, je l'ai dit tout à l'heure, est plutôt sur cette position-là. Donc ça nous interroge effectivement sur ce lien emploi-revenu, hein, et aussi système de protection sociale, emploi-revenu, puisque notre système de protection sociale, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, est assis quand même très largement sur le travail, même si il y a eu des évolutions depuis. La question de la taxation des robots, également, qui a donc été envisagée par Benoît Hamon. Il a trouvé d'ailleurs un certain nombre de renforts, peut-être un peu inattendu d'ailleurs pour lui, à peu près à la même époque, par un certain nombre de personnalités. J'ai retenu que Bill Gates, qui a écrit donc l'année dernière, hein, à l'heure actuelle, si un travailleur humain produit, disons, une richesse de 50 000 $, dans une usine, ce revenu est taxé. Si une machine vient et fait la même chose, on pourrait penser que nous imposerions le robot à un niveau similaire. Donc ce ne serait pas aberrant, dit-il, finalement, d'envisager une taxation des robots. Après, ça peut créer des situations de distorsion de concurrence. C'est-à-dire qu'une telle solution mériterait d'être envisagée globalement, et pas forcément localement. Certains économistes français se sont inquiétés de cette idée de taxer, non pas sur le principe, mais sur le fait de le faire uniquement en France, dans un contexte où d'autres pays européens ne le feraient pas. Sachant que la France est plutôt en retard qu'en avance par rapport à des pays comme l'Allemagne, évidemment, mais même par rapport à des pays comme l'Italie. Donc il faudrait au moins envisager une harmonisation européenne sur cette question, pour que ça ait du sens et que ça ne crée pas à l'intérieur de l'Europe des distorsions de concurrence.
Voilà, c'est un peu le même problème, si vous voulez, que la taxe sur les transactions financières. Si la France le fait, que les autres ne le font pas, il vaut mieux ne pas faire. Donc, ceci dit, en Europe, on ne le fera pas non plus. Alors, et puis, il y a une question qu'a posée le sociologue aujourd'hui disparu, Robert Castel, hein, qui ne croit pas, lui, à la fin du travail non plus, et qui d'ailleurs a eu, j'ai le document ici, des échanges assez intéressants avec André Gorz et des oppositions assez intéressantes, alors qu'il avait beaucoup d'estime pour André Gorz, mais sur cette idée qu'il fallait aller vers cette société du travail à laquelle lui, personnellement, il ne croit pas. Il pense qu'elle est sociologiquement erronée et politiquement dangereuse. Il pense qu'au contraire, il faut rester dans cette société du travail et considérer que l'entreprise est aussi un lieu de vie, d'insertion, de conquête, de revendication, donc de conflit, évidemment. Et que donc, on ne peut pas se placer aujourd'hui dans cette perspective. Il a écrit ça peu de temps avant sa mort. Hein. Donc, c'était pas il y a 30 ans, c'était simplement il y a quelques années. Donc, autour de cette question de la fin du travail, il y a aussi débat. Hein, et les économistes ne sont pas non plus unanimes pour envisager cette fin du travail, ou en tous les cas cette raréfaction du travail comme un processus inéluctable. Ça, c'était la deuxième question. Troisième question qui est posée, c'est est-ce que le revenu universel crée un rapport de force plus favorable aux salariés? Est-ce que le fait de disposer d'un revenu donne finalement plus de pouvoir de négociation des salariés vis-à-vis des entreprises? Bon, là encore, je vais vous décevoir, il n'y a pas d'unanimité sur cette question. Un des grands partisans du revenu universel, je le dis tout à l'heure, Philippe Van Parijs, vous pouvez trouver beaucoup de vidéos sur Internet sur sa proposition de revenu de base, qui est en fait l'équivalent du revenu universel. Pour lui, incontestablement, le revenu universel accroîtrait le pouvoir de négociation des salariés sur le marché du travail et forcerait les entreprises, dit-il, à améliorer les salaires ou les conditions de travail des emplois les moins attractifs. Robert Castel n'est pas du tout sur cette position-là. Je n'ai pas pris cette citation, j'aurais pu le faire, j'en ai pris une autre. Denis Clerc, qui est fondateur d'Alternatives économiques, économiste atterré, qui lui dit « Ce serait la porte ouverte au job à 1 euro, à l'ubérisation généralisée, chacun tentant de compléter ce revenu de base, ou plutôt de survie, par quelques prestations pas trop chères. » Voilà, donc là il y a deux points de vue qui sont radicalement opposés, radicalement divergents. Donc cette question, elle reste ouverte. On va peut-être en reparler tout à l'heure. Question aussi par rapport à notre modèle social. Là, j'ai pris un discours libéral-libertaire extrême, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il y a les libéraux libertaires, et puis il y a les libéraux libertaires extrémistes, dont fait partie Charles Murray, politologue américain. Voilà ce qu'il écrit, lui, sur l'idée de revenu universel. Voilà, quelle est sa conception? C'est pas celle de Génération Libre. Hein. Ça va bien au-delà. C'est un peu dans l'esprit quand même de Génération Libre, mais ça va encore au-delà. Il dit le revenu universel doit se substituer à l'ensemble des transferts sociaux et permettre de déréguler intégralement le marché du travail tout en développant les assurances privées. En effet, plus besoin de salaire minimum, ni de protection juridique contre le chômage si les individus bénéficient d'un filet de sécurité garantissant leur survie. Donc derrière, il y a la question aussi du salaire minimum qui est posé. Pas par tout le monde. Même Génération Libre ne remet pas en cause, je n'ai pas lu ouvertement le salaire minimum. Mais certains vont jusqu'à proposer purement et simplement sa remise en cause. Voilà, donc il y a aussi des interrogations quant au maintien du système de protection sociale actuel. Et enfin, je voudrais terminer par ça, j'ai trouvé ça assez amusant, le mythe du surfeur de Malibu. C'est l'idée de dire finalement, on va accorder, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, un revenu d'assistance à tout le monde, et finalement, les personnes, les bénéficiaires en profiteront pour aller faire du surf à Malibu.
Alors c'est vrai qu'en même temps que je travaillais, j'ai lu dans la presse, peut-être vous aussi, qu'un Nantais était allé, non pas à Malibu, je crois, faire du surf, mais était allé, je ne sais plus si c'est aux Caraïbes, ouvrir une école de voile, ou je ne sais pas quoi, tout en continuant à bénéficier des indemnités chômage. Il a été rattrapé par la justice et il a dû rembourser, je crois que c'était 140 000 euros. Bon, c'est un cas. Et il y a des cas qui peuvent exister. Alors ça obsède un certain nombre d'hommes politiques. Hein, je parlais de Laurent Wauquiez tout à l'heure. Sur ce côté de frappe à inactivité, quoi. Hein, je reviens là-dessus. Il a exprimé en 2011 et encore récemment, à peu près dans les mêmes termes. D'ailleurs, cette question de la différence entre le travail et l'assistanat, donc on n'est pas sur beaucoup d'assistance, mais sur l'assistanat, est aujourd'hui l'un des vrais cancers de la société française, parce que ça n'encourage pas les gens à reprendre un travail et parce que ça décourage ceux qui travaillent. Manuel Valls l'a dit dans d'autres termes lors de la campagne pour les primaires, où il avait une position quand même, qui était quand même beaucoup plus nuancée que celle de Laurent Wauquiez, mais sur la question de l'assistanat, il se rejoignait quand même un peu. Je suis pour une société du travail, de la solidarité, je ne suis pas pour une société de l'assistanat ou du faire. Bon, alors, mis à part quelques cas très particuliers, les faits ne démontrent absolument pas ça. Hein. Là, j'ai repris sur le site de la Mutualité française les derniers éléments, en fait. Bon, vous pourrez trouver ça également en ligne, qui ont été donnés sur ce qu'on appelle les non-recours, en fait, de personnes qui ont droit, qui sont éligibles au RSA, ou à l'aide au logement, ou aux allocations familiales, et qui n'expriment pas finalement leurs droits, tout simplement. 40% des ménages éligibles au RSA n'en font pas la demande. Hein, et ce chiffre est plutôt en augmentation par rapport à l'année dernière. Le taux de recours à l'aide au logement n'atteint que 77% des ayants droit, qu'ils soient français ou étrangers. Et les allocations familiales, 69% seulement des ménages éligibles en bénéficient. Donc il y a ce fantasme-là qui existe, hein, qui peut aussi constituer une forme de frein, mais pour le coup, là, pour de mauvaises raisons. Bon, vous voyez que mon discours est assez nuancé et même un peu critique. Malgré tout, il y a de nombreuses expérimentations qui sont conduites, un petit peu partout dans le monde, en France d'abord. Hein, le Sénat, en 2016, fin 2016, a autorisé un certain nombre de territoires à expérimenter le revenu de base, et il y a un certain nombre de présidents de conseils départementaux, plutôt de gauche, qui ont décidé, fin 2017, qui sont déclarés prêts à l'expérimentation. Je ne sais pas si l'expérimentation a commencé ou pas, mais en tous les cas, ils se sont portés, ils se sont montrés intéressés par ce type d'expérimentation. Alors, il y a du crowdfunding aussi, c'est assez original. Alors, ça, c'est Julien Bayou, qui est porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, et conseiller régional d'Île-de-France, qui a lancé une opération de financement participatif de crowdfunding pour offrir, pour une personne, un salaire de 1 000 € par mois pendant un an. Et l'expérience est en cours. En Allemagne, il y a une opération beaucoup plus importante qui a été également financée par du crowdfunding. Voilà, c'est relativement marginal. En Europe, un des pays sans doute les plus avancés dans ce domaine, c'est la Finlande, hein, qui expérimente. Là, on est sur un échantillon un peu plus important, 2000 personnes, 560 € par mois, pendant 2 ans. Même si on n'est pas dans l'inconditionnalité, puisque là, c'est ciblé sur des personnes qui sont en situation de recherche d'emploi. Aux Pays-Bas, il y a aussi un projet qui est en train de voir le jour, je ne sais pas où ça en est trop, de l'expérimentation. Elle a été décidée en 2016. Elle tarde un petit peu à se mettre en place,
Mais la ville d'Utrecht et 19 autres communes ont annoncé vouloir expérimenter un revenu universel à hauteur de 900 € sans aucune contrepartie. Et les Suisses ont voté, il y a eu une votation en Suisse en 2016, également sur le revenu universel, qui a été rejeté assez largement à 76%. Voilà, c'est quelques exemples, j'aurais pu en prendre d'autres. En Inde, donc dans des pays en développement, ce sont des expériences aussi qui peuvent être conduites, qui sont souvent financées d'ailleurs par des fonds privés, ce qui pose aussi un problème de pérennité aussi de ces dispositifs, lorsque ces financeurs privés décideraient éventuellement de se retirer. Les GAFA, par exemple, les Google, Facebook, sont dans leurs opérations de mécénat souvent à l'origine de ces montages financiers. Dans un État d'Inde, versement d'un revenu évidemment beaucoup plus faible, 2 € pendant 18 mois. Voilà. Et l'expérience a été jugée plutôt positive, mais là encore, on est plutôt sur des publics quand même qui sont plutôt ciblés, malgré tout. Le Brésil a inscrit dans sa constitution en 2004 l'idée du revenu universel. Et Lula a mis en œuvre une allocation qui était conditionnée à la scolarité des enfants. Donc c'est pas vraiment inconditionnel non plus, quoi. Mais l'objectif, c'était aussi de sortir ces foyers de la pauvreté. Et au Kenya, une ONG également expérimente à hauteur de 20 € par mois à 100 adultes d'un village défavorisé, donc là aussi, c'est pas inconditionnel, et ce pendant 12 ans, donc on est sur une durée beaucoup plus longue. De ce point de vue, les enseignements à tirer seront quand même plus intéressants. Voilà, et là on a des financeurs, dont je vous parlais tout à l'heure, Google, Line, Facebook, qui font des opérations de mécénat. La présentation a été un peu succincte, il y aurait évidemment beaucoup plus de choses à dire. Bon, alors la conclusion, donc, provisoire, puisque le débat est ouvert, et, je pense que on a sans doute encore des années à discuter de ce projet de revenu universel. Et attendons aussi de voir ce que donneront ces expérimentations dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, donc la question que j'ai essayé de la résumer un peu sous cette forme-là, est-ce qu'on est face à un nouveau modèle de société? Certains le disent, ou est-ce qu'on est face à une utopie régressive? D'autres le disent aussi. Il y a rarement de consensus entre les économistes, en fait. Et sur ce sujet-là, comme sur beaucoup d'autres, c'est assez clivant. Mais ce qui fait aussi l'intérêt de ce sujet, je trouve. Alors, Lionel Stoléru, dont j'ai appris d'ailleurs qu'après sa mort qu'il était né avant, parce que je ne savais pas. Je ne savais pas non plus qu'il était à l'origine, qu'il avait fortement influencé le RMI de Michel Rocard et le RSA de Martin Hirsch. Voilà, pour lui, c'est une évidence. Le revenu universel sera la dernière étape de la lente et légitime, dit-il, accumulation des dispositifs sociaux et fiscaux en France. Il écrivait ça dès 1974. Donc il y a un côté un peu visionnaire. Voilà, c'était sa vision. Elle est partagée par certains, pas par tous encore une fois. Et puis donc il y a ce dilemme, quoi, de deux types de visions, de versions qu'on peut avoir. Soit on a une version très solidariste, donc avec un revenu universel élevé qui viendra en complément du système actuel. Ou on a une version libérale avec un montant plus faible et plutôt en substitution qu'en complément. Là il y a le dilemme. Et sur la faisabilité financière également, parce que pour être soutenable, il faudrait que le montant global soit le plus faible possible, avec le risque qu'effectivement ça ne
réduisent pas efficacement la lutte contre la pauvreté. Par contre, si on veut lutter plus efficacement contre la pauvreté, se posera la question de la faisabilité financière. Il est un peu là. Donc il y aura finalement sans doute encore pour longtemps cette tension entre ces deux modèles, et les rapports de force ne manqueront pas de s'exercer entre la vision libérale, qui peut aller très très loin, hein, je l'ai dit tout à l'heure, y compris sur la suppression du salaire minimum. Et puis donc cette conception plus solidariste, qui bute, elle, sur la question de la faisabilité financière. Moi, j'en suis un peu là aujourd'hui. Il est possible que mes positions évoluent aussi avec le temps et au fil de ces expériences. Il y en a qui disent, bon, plutôt que de penser revenu universel, essayons donc d'abord d'améliorer, de renforcer les dispositifs qui existent. Ils sont ciblés sur des populations qui en ont besoin. Et pourquoi élargir à d'autres populations qui, elles, n'en ont pas besoin. Donc restons sur des dispositifs ciblés, concentrés. C'est la position d'Henri Sterlignac de l'OFCE, par exemple, clairement. Si on va vers la fin du travail, pourquoi ne pas reposer la question de la réduction du temps de travail, plutôt que d'imaginer une nouvelle société sans travail. Et dans les faits, c'est quand même un peu ce qui s'est produit ces 30 dernières années. Il y a une forme de temps partiel subi qui s'est développée dans beaucoup de pays, qui a contribué d'ailleurs à accroître la pauvreté. J'ai lu un article récemment sur la situation en Allemagne, où il raisonnait non pas en termes de taux de chômage, mais en termes de millions d'heures de travail. Il disait qu'entre 2005, au début des lois Schröder, et aujourd'hui, le nombre d'heures de travail n'avait pas considérablement augmenté ni baissé. Il était resté relativement stable en Allemagne depuis ces 25 dernières années, et que le taux de chômage, lui, avait été divisé par plus de 2. Donc, vous voyez, ça veut dire en termes de répartition du temps de travail qui s'est faite, en fait, de fait, même si c'est un temps de travail souvent subi, et non pas forcément choisi. Bon, vous avez vu qu'en Allemagne, la question a été reposée il y a quelques semaines avec le bras de fer entre IG Metall et le patronat allemand. Bon, IG Metall, c'est pas non plus tous les salariés allemands, mais quand même. Bon, il y a d'autres expériences qui sont menées aussi. ADT Carbone a développé ce concept de territoire zéro chômeur de longue durée. Donc il y a des expérimentations qui se font au sein des petits territoires aussi. Donc plutôt que d'envisager encore une société sans travail, c'est d'essayer de donner sens à des personnes qui sont sans travail en leur proposant des contrats à durée indéterminée, adaptés à leurs compétences. Donc ce sont des expérimentations aussi, il faut parler, de même que le BE, qui n'est pas l'excédent brut d'exploitation ici, mais qui est l'entreprise à but d'emploi. Donc on est au-delà de la responsabilité sociale, c'est même là carrément la finalité de l'entreprise, qui est de créer des emplois en utilisant les coûts que représentent pour la collectivité ces personnes, 17 800 € à peu près par an, avec un financement qui serait aussi généré par l'activité de l'entreprise. Voilà, ce sont des autres alternatives possibles à celles qui ont été présentées dans le cadre de l'ordre universel. Je vous ai mis quelques liens, donc je les mettrai sur le site. Le rapport de la Fondation Jean Jaurès, assez critique, hein. Le mouvement français pour un revenu de base, le dossier d'alternatives économiques, nous avons ici, qui est plutôt bien fait, le site de Génération Libre, hein, avec le fameux Liber, la proposition de Génération Libre, et puis le rapport sénatorial de 2016. Voilà, pour le coup, là, c'est terminé. Je remercie Frédéric Philippe qui nous a fait